L'économie mondiale pourrait être percutée par un choc pétrolier lié à la guerre qui prend de l'ampleur au Moyen-Orient. Ce samedi, l'Iran a annoncé le blocage du détroit d'Ormuz par lequel transite environ 20% de la consommation mondiale de pétrole. Depuis, les prix du pétrole ont bondi, alors comment expliquer cette flambée? La France risque-t-elle d'être touchée et quels autres secteurs pourraient être affectés? Vous allez le voir, les conséquences peuvent être extrêmement nombreuses et on fera aussi ensuite un nouveau point important sur la situation critique dans la région avec notamment des bombardements qui se poursuivent. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes, sans la caméra donc cette semaine puisque je suis encore en reportage actuellement à l'étranger. Alors pour vous remettre un petit peu de contexte, ce samedi 28 février, on vous l'avait annoncé sur Instagram, Israël et les États-Unis, ennemis jurés de l'Iran, ont lancé une offensive majeure contre la République islamique d'Iran, visant notamment sa capitale Téhéran. Plusieurs hauts responsables iraniens ont été tués, dont le guide suprême iranien Ali Khamenei. En riposte, l'Iran a frappé des installations militaires dans plusieurs pays qui sont partenaires ou alliés des États-Unis, mais des zones civiles ont aussi été touchées en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, en Irak, à Bahreïn, au Koweït, à Oman et en Jordanie. Israël est aussi directement touché. Alors dans la semaine, on va prendre le temps, si ça vous intéresse, d'analyser le discours et surtout le changement de discours de Donald Trump sur les 24-48 dernières heures dans sa justification de l'attaque, puisque vous allez le voir, selon les interviews et selon les déclarations, le discours évolue. Et pour le reste de l'information, je vous le disais, on vous tient au courant sur Insta. Mais d'abord, aujourd'hui donc, on va revenir à notre sujet du jour, à savoir l'impact de ce conflit sur le marché pétrolier, mais en fait bien au-delà sur l'économie mondiale. En fait, depuis samedi dernier, les gardiens de la révolution, donc la branche militaire et idéologique du régime islamique iranien, c'est au passage cette branche, entre autres, qui était à l'œuvre dans la répression des manifestants iraniens, qui a fait près de 30 000 morts il y a quelques semaines. Mais donc les gardiens de la révolution ont annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz. Ce passage stratégique entre l'Iran et Oman est crucial, puisque c'est par lui que transitent chaque jour près de 20 millions de barils de pétrole. Pour vous donner une idée, c'est absolument colossal, ça correspond à environ 20% de la consommation mondiale. Mais alors, quelles sont les conséquences ? Alors première conséquence évidente, plusieurs navires pétroliers ont dû faire demi-tour, les compagnies maritimes ont suspendu leur traversée et les assurances pour circuler dans cette zone ont tout simplement explosé, ce qui fait évidemment exploser les coûts et ce qui rend l'intérêt à aller sur place quasiment nul. Même si quelques navires chinois ou iraniens ont réussi à passer, la situation globalement elle reste fragile. Dimanche, des navires ont été attaqués au large des Émirats et d'Oman dans le détroit et l'Organisation maritime internationale a conseillé aux compagnies d'éviter la zone. Alors certes, si le détroit il reste bloqué, il y a des infrastructures alternatives qui pourraient être utilisées pour contourner le détroit, sauf que l'offre mondiale pourrait tout de même chuter. Les conséquences économiques, elles pourraient être lourdes, notamment pour l'Asie, puisque l'Asie reçoit les 3/4 du pétrole qui transite par ce détroit. La première info qu'il faut noter, c'est que le prix, il a déjà fortement augmenté depuis lundi. Alors attention, là on parle du pétrole, on parle pas du prix de l'essence, donc ce que ça devient ensuite. Sur la question de l'essence, on va revenir là-dessus après. Mais donc concernant le pétrole, il y a le baril de Brent, c'est une référence pour le pétrole international et ce prix, il a dépassé la barre des $85, qui est une première depuis juillet 2024. Pour vous donner une idée, il y a une semaine, il était à environ $72. Là, on est donc à 85 et ça pourrait aller encore plus loin. Le prix pourrait atteindre les $100, voire les $120. Un niveau jamais vu depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors, face à cette situation, l'OPEP+, donc c'est en fait l'organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, l'OPEP+, a décidé ce dimanche d'augmenter ses quotas de production. L'idée, je vous la fais courte, mais c'est d'augmenter l'offre via d'autres sites pour limiter la flambée des prix. Donc en théorie, ils vont pouvoir produire davantage pour pallier à tout ça, sauf que dans les faits, il y a seulement l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et dans une moindre mesure le Koweït et l'Irak qui ont la capacité de produire davantage. Or ces pays-là, vous le devinez peut-être, ils ont besoin eux-mêmes que le détroit fonctionne pour exporter leur pétrole. Autrement dit, ils peuvent produire davantage, mais dans les faits, ce pétrole ne pourra pas forcément être exploité. Alors maintenant, pour nuancer tout ça, malgré la flambée des prix en cours, l'impact économique immédiat, il reste relativement modéré pour certains pays.
pays. On peut penser par exemple aux États-Unis. Les États-Unis ils produisent eux-mêmes leur propre pétrole, notamment du pétrole de schiste, et donc ils sont beaucoup moins touchés par la hausse des prix, puisqu'ils ont moins besoin d'acheter à l'étranger. Par ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est que les pays membres de l'OCDE, dont fait partie la France notamment, doivent en théorie maintenir 90 jours de stock de pétrole. Forcément, tout cela réduit le risque de pénurie à court terme. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, a d'ailleurs assuré ce mardi qu'il n'y a, je cite, aucun risque d'approvisionnement à court terme en France, ni sur le gaz, ni sur l'essence. Selon lui, il n'y a donc, je cite, aucune raison de se ruer sur les stations-service. Il a également indiqué qu'une cellule de crise suit chaque jour l'évolution des marchés et des indicateurs économiques. Alors reste à savoir si le prix de l'essence en France va augmenter ou non, mais selon pas mal de spécialistes du sujet, en fait, il pourrait finir par augmenter de façon évidemment assez mécanique. Alors maintenant, est-ce que ça va augmenter beaucoup, sous quelle échéance, etc. Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que ça va pas se faire du jour au lendemain. L'évolution, elle sera perceptible uniquement si cette hausse, elle est long terme, et a priori, au bout de 2 semaines par exemple, on pourrait commencer à avoir un impact. Maintenant, encore une fois, tout dépendra de l'évolution de la situation. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, là, sur le court terme, il n'y a pas forcément de risque. La vraie question qui peut se poser, c'est si le conflit se prolonge et que l'Iran cible des installations pétrolières régionales. À ce moment-là, là, le prix du pétrole pourrait continuer à augmenter et ça pourrait impacter l'ensemble des marchés. Alors, on va voir après les conséquences au-delà de la question du pétrole, mais déjà, est-ce que, du coup, on va être ou est-ce qu'on est dans une situation de choc pétrolier? Un choc pétrolier, c'est ce qui s'était passé dans les années 70, en 1973. Il y avait eu des conséquences absolument colossales. En fait, un choc pétrolier, qu'est-ce que c'est? C'est pas juste une hausse des prix sur quelques jours, c'est plus précisément quand le prix du pétrole flambe très vite et reste très haut pendant longtemps au point de ralentir l'économie et de faire grimper l'inflation notamment, donc d'accélérer la hausse des prix. Autant vous le dire tout de suite, pour l'instant, on en est très loin. On voit certes une hausse qui est rapide, mais pas forcément à l'échelle qu'on a pu voir dans les années 70. Et puis surtout, en fait, pour parler de choc pétrolier, il faut observer tout ça sur un temps qui est plus long. Du coup, on va observer quand même cette question du pétrole, mais je le disais, là, ça dépasse la question du pétrole. Il y a environ un tiers des engrais mondiaux, donc ces produits qu'on ajoute à la terre pour aider les plantes ou autres à mieux pousser, un tiers transite par le détroit d'Ormuz. Et en plus, leur production, elle dépend elle-même du gaz et du pétrole, donc tout ça fait vraiment grimper les prix. Autre élément, certains plastiques, comme le polyéthylène, sont aussi concernés, alors que la région produit environ 15% de ce plastique. Et on parle quand même d'un des plastiques les plus utilisés au monde. Par ailleurs, vous l'imaginez, plus largement, les navires évitent cette zone, ce qui rallonge certains trajets, ce qui ralentit aussi l'arrivée de cargaisons alimentaires qui sont importantes forcément pour le Moyen-Orient et certains pays d'Asie. On peut aussi noter que le gaz naturel liquéfié est affecté, puisqu'il y a un 1/5 du commerce mondial qui passe par le détroit. Et enfin, il y a aussi des conséquences sur les marchés financiers. Alors là aussi, pareil, il faut être vigilant sur l'impact court terme et la réelle tendance long terme. Tout ça peut se renverser très très vite, mais il y a quand même un impact sur les marchés financiers en début de semaine, donc en bourse. Mais là aussi, on aura l'occasion d'analyser plus en détail les potentielles conséquences si jamais ça se confirme. En tout cas, sur ce sujet, la situation risque encore d'évoluer. On vous tiendra au courant, mais je voulais aussi vous faire un point sur la situation donc avec cette guerre qui s'étend au Moyen-Orient. D'abord, je voulais faire un point sur la situation entre Israël et le Liban. La tension a atteint un niveau critique. Alors en soi, les tensions elles ne sont pas nouvelles et ces derniers mois, il y avait déjà eu des accusations mutuelles. Mais là donc, on a pu observer plusieurs choses. On a pu observer des frappes menées par le Hezbollah, qui est une organisation armée classée comme terroriste par de nombreux pays et qui visait Israël. Il faut savoir, pour bien donner le contexte, pour rappel, que le Hezbollah, c'est une organisation qui est partenaire du régime islamique iranien. Depuis, il y a des bombardements intenses venant d'Israël et qui frappent notamment Beyrouth, qui est la capitale du pays. L'armée israélienne mène aussi des incursions terrestres dans le territoire libanais. De son côté, le président libanais, dans un objectif probablement d'apaiser les tensions, a annoncé interdire les activités militaires du Hezbollah. En tout cas, l'Organisation des Nations Unies fait état d'au moins 58 000 déplacés au Liban. Les frappes israéliennes, elles ont aussi fait 52 morts et 154 blessés, selon un bilan provisoire des autorités, sachant qu'on ignore combien étaient membres du Hezbollah et combien étaient des civils. Côté iranien, le Croissant Rouge iranien a annoncé que plus de 780 personnes avaient été tuées à travers le pays depuis le début des frappes des États-Unis et israéliennes en Iran. Et les bombardements israéliens en Iran, ils se poursuivent aujourd'hui. Les gardiens de la révolution iranienne ont par ailleurs promis, je cite, que les portes de l'enfer allaient s'ouvrir pour les ennemis de l'Iran, s'adressant donc à Israël et aux États-Unis. Mais l'Iran a aussi mis en garde les pays européens qui s'impliqueraient potentiellement
potentiellement dans la guerre. Là aussi, on a fait le point sur la situation et sur ce qu'on savait dans le détail directement sur notre compte Instagram. Autre élément, dans la nuit de lundi à mardi, un incendie limité s'est déclaré à l'ambassade américaine à Riyad en Arabie Saoudite suite à une attaque de drone a priori iranien. Interrogé sur une éventuelle riposte, Trump a simplement répondu: vous le découvrirez bientôt. Les États-Unis ont demandé aux citoyens états-uniens de quitter 14 pays de la région en raison donc de risques importants. Alors le président de la République Emmanuel Macron s'est adressé aux Français ce mardi soir lors d'un discours. Vous l'avez peut-être suivi d'ailleurs avec moi puisque j'étais en direct sur YouTube et sur TikTok pour le diffuser et ensuite répondre à toutes vos questions. Je vais pas tout vous résumer, mais la première chose à retenir, c'est qu'il estime que les États-Unis et Israël ont agi, je cite, en dehors du droit international, mais que, je cite, aucun bourreau ne sera regretté. En parlant donc de l'Iran, il faut quand même noter qu'il a par ailleurs commencé en parlant de l'Iran, en estimant que l'Iran, je cite, porte la responsabilité première de la situation. Ensuite, il a annoncé que 2 bases militaires françaises avaient subi des frappes limitées qui n'ont pas fait de dégâts matériels. Il n'a pas précisé de quelle base il s'agissait, ni de la nature de ces frappes, mais on sait déjà qu'a priori, une des 2 bases, eh bien, c'est une base qui était déjà connue, la base navale située à Abu Dhabi, où il y a eu un départ d'incendie après une frappe de drone iranien, mais il n'y a pas eu de blessés. Il a aussi déclaré que la France avait, je cite, abattu des drones en légitime défense dès les premières heures du conflit afin de protéger l'espace aérien de ses alliés. Le chef de l'État a aussi indiqué avoir déployé ces dernières heures des avions Rafale, des systèmes de défense anti-aérienne ainsi que la frégate Languedoc. Enfin, il a confirmé le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle en mer Méditerranée. Mais là-dessus, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours. Simplement pour vous redire que vu que la situation évolue extrêmement vite, je vous le disais, on va vous tenir au courant sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Je vous laisse donc avec Léa pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Melania Trump, la première dame des États-Unis, a présidé ce lundi une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la première fois que l'épouse d'un président dirige une réunion de ce type. Alors l'objectif de ces réunions, c'est de débattre, d'adopter des résolutions ou de formuler des déclarations communes sur des crises ou des sujets spécifiques. Ce mois-ci, la présidence du Conseil est assurée par les États-Unis et c'est donc pour ça que la femme de Donald Trump était présente. Habituellement, ces réunions sont présidées par des personnalités politiques comme les présidents, les premiers ministres ou les ministres des Affaires étrangères. Et donc pour en revenir à cette réunion, elle était consacrée au lien entre enfants, technologie et éducation en période de conflit et elle était programmée avant le déclenchement des frappes israélo-américaines en Iran samedi dernier. Melania Trump a notamment plaidé pour la cause des enfants victimes de guerre à travers le monde. De son côté, l'ambassadeur iranien à l'ONU a dénoncé une réunion, je cite, profondément honteuse et hypocrite dans un contexte où les États-Unis lancent, je cite toujours, des frappes de missiles contre des villes iraniennes en bombardant des écoles et en tuant des enfants. Par ailleurs, l'UNICEF, donc l'organisation de l'ONU qui protège les droits des enfants dans le monde, a alerté sur un moment dangereux pour des millions d'enfants dans la région proche de l'Iran et demandé une cessation immédiate des hostilités. Deuxième actu, au moins 169 personnes ont été tuées au Soudan du Sud, un pays d'Afrique de l'Est, dans la nuit du 28 février au 1er mars, dans la zone administrative de Roueng, au nord-est du pays. Le bilan total est encore provisoire et pourrait donc augmenter selon les autorités locales. En fait, vers 4h du matin, des jeunes Nuers, un groupe ethnique présent dans le pays, armés et pour certains vêtus d'habits militaires, ont attaqué le comté d'Abiemnom. Parmi les victimes, 79 sont des soldats et policiers tués en tentant de repousser l'assaut. L'ONG Médecins sans frontières a pris en charge 80 blessés par balle. Les casques bleus, donc les soldats déployés par l'ONU pour garantir la paix, ont accueilli plus de 1000 civils sur leur base qui tentaient de fuir l'attaque. Alors le motif exact de l'attaque n'a pas encore été déterminé, mais les autorités locales évoquent des tensions intercommunautaires sur fond d'instabilité politique. L'ONU a réagi se disant, je cite, profondément inquiète. À noter que le Soudan du Sud est en proie à une guerre civile depuis 2013. Malgré un accord de paix signé entre le chef de l'État Salva Kiir et son opposant Riek Machar en 2018 pour y mettre fin, les combats ont continué et se sont même intensifiés ces derniers mois. Ce conflit, il concerne donc le Soudan du Sud, à ne pas confondre avec le Soudan, un autre pays voisin aussi touché par une guerre dont on parle souvent sur la chaîne. Troisième actu qui concerne l'assassinat de Samuel Paty, le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui a été de nouveau condamné en appel ce lundi à 15 ans de prison par la Cour d'assises spéciale de Paris pour sa participation au meurtre en 2020 du professeur d'histoire-géographie. Abdelhakim Sefrioui, 66 ans, a été reconnu coupable d'avoir joué un rôle central dans la campagne de haine en ligne visant Samuel Paty qui avait été lancée après
après que le professeur avait montré des caricatures du prophète Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. Dans la foulée de la confirmation de sa condamnation, ses avocats ont annoncé qu'ils allaient saisir la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction pour les affaires civiles et pénales, afin de vérifier si le procès et la décision ont bien respecté la loi. Brahim Chnina, le père d'une collégienne, est également soupçonné d'avoir participé à la campagne de haine à l'encontre de Samuel Paty, a vu sa peine réduite à 10 ans contre 13 ans à l'issue du premier procès fin 2024. Naïm Boudaoud et Azim Epsirkanov, deux proches du djihadiste tchétchène Abdullah Anzorov, qui a tué Samuel Paty avant d'être lui-même abattu, ont été condamnés à 6 et 7 ans de prison. Accusés de l'avoir véhiculé et aidé à se procurer des armes avant son crime, ils étaient poursuivis pour complicité d'assassinat. En première instance, ils avaient été condamnés à 16 ans de prison. Quatrième actu, plus d'1,5 million d'images de collégiens et lycéens français ont été piratées sur le site de l'UNSS, l'Union des clubs de sport dans les établissements scolaires. L'attaque a été revendiquée par le groupe de hackers DumpSec, qui avait déjà piraté le site Médecins Direct en 2025. Ils affirment avoir également dérobé 65 gigas de données sensibles à l'UNSS. Les données et photographies seraient d'ailleurs déjà en vente sur le Darknet, selon French Breaches. Le hacker éthique Clément Domingo a prévenu sur LinkedIn que les images pourraient être détournées à des fins pédopornographiques. De son côté, l'UNSS a indiqué avoir déposé plainte et avoir renforcé ses procédures d'authentification pour accéder à sa plateforme. Elle précise que les données financières, comme les RIB, n'ont pas été touchées. En tout cas, l'incident a été signalé à la CNIL, l'autorité chargée d'assurer la protection des données personnelles, et l'ANSSI, donc l'Agence nationale en matière de sécurité des systèmes d'information, a été saisie. Cinquième actu, la biomasse de poissons pourrait être réduite d'un quart dans les eaux françaises d'ici à 2100 sous l'effet du réchauffement climatique, selon un rapport publié ce mardi par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. La biomasse, ça correspond au poids total de tous les poissons présents dans une zone donnée et ça permet de savoir si la population de poissons est en bonne santé ou si elle diminue. En fait, à cause du réchauffement climatique qui est provoqué par les émissions de gaz à effet de serre, les océans s'acidifient et se désoxygènent. Ces phénomènes perturbent le fonctionnement des écosystèmes marins en diminuant notamment la production de plancton à la base de la chaîne alimentaire, la croissance et la reproduction des poissons. Le réchauffement climatique entraîne aussi une migration de certaines espèces vers le nord où les eaux sont plus froides. Selon les scénarios, la baisse moyenne de biomasse en France est estimée entre 5 à 8% au milieu du siècle et jusqu'à moins 23% d'ici à 2100. Cela pourrait poser un risque pour l'alimentation, notamment dans les zones fortement dépendantes de la pêche. Alors face à ça, les chercheurs préconisent donc de revoir la manière dont il faut gérer la pêche en visant notamment des niveaux d'exploitation un peu plus faibles. Et on termine avec cette actualité culturelle. Le film Dossier 137 du réalisateur français Dominique Moll a reçu le César des lycéens. En fait, chaque année depuis 2019, plus de 2500 élèves de terminale issus de 115 établissements votent pour le film de l'année parmi les 5 nommés à la cérémonie des Césars. Ils décernent ensuite le César des lycéens, un prix créé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Académie des Césars. Cette année, ils ont donc choisi Dossier 137. Le film parle des violences policières subies par les manifestants lors des manifestations des Gilets jaunes à travers le regard d'une enquêtrice de l'IGPN, la police des polices. La comédienne Léa Drucker, qui tient le rôle principal, a d'ailleurs reçu le César de la meilleure actrice lors de la cérémonie le 26 février dernier. Merci beaucoup Léa pour ces actualités. Alors je le disais, pour suivre la situation dans les prochaines heures, on va continuer à voir tout ça directement sur Instagram. Vous êtes plus de 5 millions là-bas, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Merci beaucoup pour votre confiance. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.